Les rues se vident, la promenade des Anglais est totalement désertée. Et il reste nous, les journalistes, il reste les policiers. Il reste aussi, et ça m'avait vraiment frappé, le premier week-end de confinement total, tout le monde ayant déserté les rues, il ne restait que les invisibles, qui d'un coup prenaient une importance incroyable. On avait l'impression qu'il n'y avait qu'eux. J'étais debout quand je regardais cette annonce présidentielle et je me suis assise en disant waouh, ça sent vraiment le game over. Après aussi, nous, on a beaucoup, beaucoup travaillé, mon mari et moi, en télétravail. Euh, Même si Sibeth voulait nous envoyer chercher des fraises, puisque nous ne faisions rien, c'était bien connu. Euh... L'idée, une fois que j'avais écrit le projet, une fois que j'avais les 42 portraits que j'ai enregistrés de février à fin mars 2021, il fallait trouver comment le présenter. J'avais envie de faire un film choral, sauf qu'à 42, c'est trop. On est en 2021, merci toutes les plateformes de streaming, on a l'habitude des séries. Et du coup, je me suis dit, voilà, ça va être comme ça. Autour des questions, à chaque question, il va y avoir un épisode, et chaque épisode va avoir 2 parties ou 3 parties. Je vais aussi sortir des formats en solo, en duo ou en trio, parce qu'il y a des moments où, entre laisser toute la parole à quelqu'un et puis risquer d'avoir un épisode qui est trop long, parce qu'il y a quand même une vingtaine d'intervenants à chaque fois, j'ai fait le choix de recueillir des morceaux de leurs témoignages et de les sortir ensuite de manière complètement exhaustive et extensive. On va dire que j'ai été complètement sidérée. Alors, vraiment sidérée par ce qui se passait. Alors, je n'en revenais pas. Je me revoyais dans un roman de science-fiction possible. Une pandémie comme ça, c'est inimaginable. Mais j'étais absolument sidérée et je n'arrivais pas à... Enfin, tous les matins, au début, je me levais, je me disais, non, mais c'est incroyable ce qui nous arrive, mais quand on va raconter ça à nos petits-enfants, ils vont jamais nous croire, en fait. Après, en ce qui concerne les allocutions... Bon, moi, j'ai beaucoup, beaucoup ri lors de la première allocution du président, je suis désolée, mais comme tout le monde, parce qu'ils avaient embauché le stagiaire pour taper le texte en dessous. Moi, j'ai eu du mal, j'ai toujours du mal avec les prises en charge du virus par les autorités. Moi, le coup du masque, ça m'a achevé. Je crois que ça a achevé la confiance que je pouvais avoir dans leur gestion de la crise. Alors, je ne dis pas que c'est facile, évidemment. Je veux dire, ça doit être très, très compliqué. Il y a plein de choses à prendre en compte quand on est à la tête d'un pays. Voilà, cette histoire de masques inutiles, puis qui deviennent très utiles dès qu'ils en ont. Bon, ça, c'est pas passé. Voilà. Donc, j'avais un petit peu de mal avec les annonces du gouvernement et je suivais forcément, puisque en tant qu'enseignant, on apprenait tout sur BFM TV. Donc, voilà. Moi, mes élèves me disaient, ah, vous avez vu, madame? Je dis, je sais pas, non. Ah, mais ils ont dit sur BFM que finalement, les examens seraient en contrôle continu. Alors que moi, je leur disais, oui, il faut travailler, vous allez avoir peut-être des examens blancs. Enfin, nous, on nous disait une chose, et puis à la télé, hop, on prenait une décision, on apprenait autre chose. Et les élèves disaient, c'est plus la peine qu'on travaille. Ils vont pas prendre les notes en compte du confinement. Alors moi, je leur disais, il faut travailler, je vous note, je note votre progression, puis aussi votre assiduité. Hop, on nous disait exactement l'inverse à la télé. Alors, il y a des discussions avec des amis qui disent, oui, mais il y a des gens qui peuvent pas comprendre. Regarde ceux qui sont allés acheter du PQ, qui sont rués pour acheter du PQ dans les supermarchés. Je vois, je conçois. Mais moi, en tout cas, au niveau professionnel, j'estime que les enseignants, on est censé quand même avoir fait un minimum d'études et on est censé être des fonctionnaires et des alliés du pouvoir. Enfin, on est là pour aider l'État à fonctionner, aider la société à fonctionner. Je ne comprends pas qu'on nous ait traités comme ça. Voilà, et qu'on nous ait pris pour des imbéciles. Moi, ça me dépasse. Mais sinon, le confinement, il y a quand même un côté positif. C'est la vie de famille. On s'est retrouvés tous les 5, donc mon mari, mes 2 garçons et ma fille aînée, dans une relation et dans des situations qu'on n'avait jamais vécues. Se retrouver au mois de mars, un jeudi midi, en train de faire un barbecue dans le jardin parce qu'il y avait un rayon de soleil. C'était ça aussi surréaliste complètement. Et on a
essayé de profiter de ces moments-là au lieu de se laisser aussi atteindre. Après aussi, nous, on a beaucoup travaillé, mon mari et moi, en télétravail. Même si Sibeth voulait nous envoyer chercher des fraises, puisque nous ne faisions rien, c'était bien connu. Quand on nous a annoncé qu'on nous avait confinés le vendredi, avant le confinement, on nous a dit qu'on allait être confinés. On a eu une réunion dans mon lycée où on nous a donné des pistes pour pouvoir travailler avec les élèves. Donc, on nous a fortement conseillé de nous servir donc, du logiciel qu'ils avaient habituellement, Pronote, pour faire passer les devoirs, etc. Donc, de passer par la plateforme Atrium, qui est une plateforme d'éducation nationale. Bref, tout allait bien. On a travaillé tout le week-end pour pouvoir proposer des choses aux élèves, puisqu'on ne peut pas faire des cours qu'on l'on fait en présentiel, en distanciel. Donc, il faut tout refaire. Donc, c'est beaucoup de travail en plus à côté. Et quand on a allumé Atrium pour aller sur Pronote le lundi matin, plus rien ne fonctionnait. Le système était planté complètement. Ce qui veut, moi, pendant 16 jours, j'ai compté, je m'en souviens encore, je n'ai pas eu accès à Pronote, à Atrium. Donc, ça a été création de groupes WhatsApp, en téléchargeant les listes des élèves, en retrouvant les élèves dans les listes, essayer de faire des drives pour mettre les cours dessus, pour qu'ils aient accès, pour qu'ils puissent me renvoyer sur mon mail perso. Donc, j'avais des tonnes de devoirs, des photos qu'ils m'envoyaient. Enfin, le début a été très difficile, vraiment. Donc, ça a été vraiment très compliqué. Et puis d'entendre à la télé que tout était prêt et pas un seul journaliste leur dire « mais c'est pas vrai, monsieur, tout est pas prêt ». Voilà. Après, nous, on peut tout à fait comprendre que tout n'est pas prêt. Hein. Mais c'est toujours le problème du mensonge, en fait. On a un peu l'impression, on a beaucoup donné, on a été beaucoup raillés aussi. Donc, ça, c'est un peu dur pour nous, pour nous les enseignants. Alors, je ne me compare pas aux infirmières. Bon, c'est autre chose, hein, c'est encore autre chose. Mais même elles, hein, ils ont baissé le nombre de lits en réanimation. Voilà, donc il y a le discours qui n'est jamais contesté dans les médias ou très peu. Et il y a la réalité du terrain qu'on n'écoute jamais. Puis la dernière chose pendant le confinement, c'est quand même, malgré le fait qu'on essayait d'être vraiment optimiste, j'ai trouvé que pour les enfants, c'était très difficile. Eux, ils avaient des cours par Zoom, parfois. Il faut savoir que Zoom est interdit par l'Éducation nationale parce que c'est pas RGPD. Alors moi, je veux bien, là, voilà, mais sauf qu'ils n'ont pas trouvé quelque chose qui fonctionnait, qui soit RGPD. Donc, à un moment, un peu comme on peut. Hein. WhatsApp non plus, c'est pas RGPD, hein, mais bon, voilà. On a fait un peu de la débrouillardise, on va dire. Ce qui était compliqué, c'est qu'il y avait beaucoup d'élèves qui n'avaient pas de moyens de regarder les cours en ligne. Donc, tous n'ont même pas un téléphone. Et en fait, c'était très difficile pour faire, on va dire, des cours sans léser personne. Et quand vous avez une petite au collège, une en primaire et le dernier comment vous faites? Mars 2020, c'est un basculement. D'un coup, c'est le basculement vers un autre monde, quoi. C'est-à-dire que d'un coup, on ne voit plus les collègues. D'un coup, on ne va plus au journal même. Hein. Très rapidement, on a décidé de ne plus aller à la rédaction pour prendre le maximum de mesures de sécurité sanitaire. Il a fallu se reformater complètement et travailler dans des conditions en plus extrêmement particulières, parce que je me souviens de cette époque, il n'y avait pas grand monde qui voulait aller sur le terrain. Le virus faisait très peur à tout le monde, et on était très peu nombreux à accepter d'aller sur le terrain. Puis il y avait quand même cette angoisse qui flottait dans l'air, qui était autour de nous, présente partout sur les reportages. La peur de toucher une balustrade sur laquelle on s'appuyait, un reportage extérieur. Évidemment, on ne serrait plus les mains des gens, on n'embrassait plus ses collègues. Voilà, c'était vraiment un contexte étrange, pas de masque, pas de gel, y compris pour travailler, nous, au quotidien. C'est-à-dire que bon, on avait encore un peu de gel, mais on n'avait pas de masque. Voilà, drôle d'ambiance. Et puis, le confinement. Je crois que c'était le 17 mars, si je me souviens bien. Le confinement tombe, et là, d'un coup, notre cadre de vie, d'urbain, animé, avec des voitures, de la vie, de l'enthousiasme, tout ça disparaît, les rues se vident, la promenade des Anglais est totalement désertée, et il reste nous, les journalistes, il reste les policiers, il reste aussi, et ça m'avait vraiment frappé, le premier week-end de confinement total, c'est les SDF, les migrants. On voyait plus qu'eux. Voilà. On sait qu'ils sont là, on les croise tous les jours dans notre vie, hein, au quotidien, ils sont là à faire la manche, mais
tout le monde ayant déserté les rues, il ne restait que les invisibles, qui d'un coup prenaient une importance incroyable. On avait l'impression qu'il n'y avait que plein de SDF, plein de migrants qui traînaient dans les rues. Et donc, du coup, moi, ça m'a profondément frappé, marqué même. J'ai fait des rencontres incroyables. Justement, je suis allé auprès de ces SDF pour savoir ce qui se passait pour eux, où est-ce qu'ils en étaient. Quelque chose de très marquant, alors qui a été mon premier gros reportage et même de l'investigation. On a eu un tuyau, enfin, la rédaction a eu un tuyau qui m'ont fait passer. Une maison de retraite à Mougins qui aurait connu pas mal de décès, même 19 décès. Et je dois dire que quand j'ai reçu le chiffre, je n'ai pas cru. En recevant l'information, je dis, c'est quand même un peu suspect, 19 décès, alors qu'on nous dit que bon, il y a des morts dans les EHPAD, mais ça va. Bon. Et bon, j'ai commencé à enquêter, et puis il m'a fallu un peu moins d'une heure pour me rendre compte qu'il devait y avoir une réalité derrière ce chiffre-là. Donc je suis allé à Mougins, je suis allé dans... Et là, donc, il faut toujours imaginer ce contexte où des rues totalement désertées, totalement désertées. Je suis devant un EHPAD, il n'y a pas de voiture, il n'y a presque personne qui en sort. Ils m'ont repéré tout de suite, ils ont repéré notre présence avec mon photographe. Et puis, j'appelle, je passe des coups de fil. Et puis, au début, on me dit non, c'est pas vrai. Donc, j'appelle la direction de l'établissement. On me dit non. Et puis, je dis, écoutez, je commence à avoir des éléments, j'ai la réalité de la chose. J'avais notamment contacté les pompes funèbres locales, simplement. Ce n'est pas ce qui se fait de plus gai, mais c'est une manière de savoir s'il y a des décès après tout. Et il m'avait confirmé qu'il y avait des décès, beaucoup, dans cet EHPAD. Bon, au final, dans la journée, la direction de l'établissement a viré de bord et a reconnu. Et ça m'a vraiment marqué parce que je savais qu'à l'intérieur, il y avait des morts. Il y en avait 19. Il y avait encore des personnes qui étaient décédées dans leur chambre. Il y en avait tellement que les services de pompes funèbres n'arrivaient pas à assurer le transport des décès, des décédés. Et au final, il y a eu 40 morts quand même dans cette maison de retraite de Mougins. Et ça a été une expérience très forte pour moi parce que j'ai été au contact avec les familles. Et tout de suite, à peine quelques jours après le début du confinement, j'ai été plongé dans l'horreur du Covid. Mon souvenir le plus marquant, c'est lorsque j'ai entendu l'allocution du président de la République qui annonçait le confinement. Et pour moi, ça a été un choc émotionnel très, très fort. J'ai compris à titre professionnel que c'était plus ou moins la fin annoncée de mon aventure entrepreneuriale, car j'ai rapidement compris que c'est une crise qui allait durer. Donc, en fait, j'ai été debout quand je regardais cette annonce présidentielle et je me suis assise en disant « Waouh, ça sent vraiment le game over ». Alors, dans mon quotidien, c'est clair que cette annonce de confinement, elle a vraiment changé ma vie sur les mois qui ont suivi. Parce qu'en fait, tout le travail que j'avais réalisé depuis des mois m'est retombé en fait comme une énorme fatigue avec la sensation d'avoir travaillé et que d'un coup tout s'arrête. Donc en fait, pour moi, c'est une énorme fatigue qui m'est tombée dessus. Ça a été vraiment un énorme choc et j'ai dû accuser le coup. Donc les mois qui ont suivi, ça a été de me recentrer sur moi, de me reposer, en tapant bien sûr dans mes mains chaque soir pour applaudir les soignants. Donc ça, c'était le lien en fait qui me reliait au reste de la population française. Mais j'avoue que moi, le confinement, je ne l'ai pas très bien vécu. Ça a été réellement un confinement sur tous les plans en fait. C'est un véritable coup de massue, puisqu'on ne s'y attend pas. Comme tous les Français, on est devant le canapé, devant les infos, puisque finalement, on sentait qu'il allait se passer quelque chose, mais on ne pensait pas que ça allait être aussi fort et aussi impactant en termes de mesures, puisqu'on n'a jamais été finalement aussi privé de notre liberté de bouger et notre liberté individuelle. Donc, ce qui m'a vraiment, moi, saisi, c'est plutôt cet avant et cet après, après cette décision-là. Et surtout, finalement, c'est notre recherche dans les quelques heures qui ont suivi ces déclarations pour vraiment comprendre ce qui se passait. Comment ça allait s'organiser, comme on le disait, le masque, les sorties, les déplacements. Donc, à la fois, on avait une appréhension sur la partie professionnelle, mais aussi, comme tous les hommes et toutes les femmes, un instinct de survie, de protection vis-à-vis de nos proches et de nos familles en disant « mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que demain, je dois amener les enfants à l'école ?» Donc, voilà, finalement, des prises de décision personnelles et professionnelles assez rapides et dans un laps de temps très court. Pour moi, la vie professionnelle ne s'est pas arrêtée du tout.
Dans beaucoup de professions, le télétravail a été mis en place, mais malheureusement ou heureusement, pour notre part, on fait un métier de terrain. On ne peut pas s'abstenir de venir dans un centre commercial parce que contrairement à ce qu'on peut penser, un centre commercial ne s'arrête pas de vivre parce qu'il n'y a plus de clients. Les installations de chaufferie continuent à tourner, les installations de sécurité continuent à tourner. On doit protéger le bâtiment. S'il y a le feu, il faut qu'on soit apte à pouvoir réagir et protéger les biens que nous ont confiés nos commerçants. Donc oui, ce qui m'a marqué, et principalement dans les premiers jours, c'est de retrouver finalement un centre complètement désert, sans bruit. Et nous, le propre de notre profession, c'est de créer la vie, de créer de l'émotion, de créer un bon moment. Et puis là, on se retrouve finalement dans une ville fantôme. Finalement, on est au coin des rues en se disant, mais on est dans un mauvais film, on est dans une mauvaise série de Netflix, qu'est-ce qui va se passer ou d'un western où tu as la boule qui passe. Donc, c'est assez angoissant sur finalement ce tout la veille et ce plus rien le lendemain. Qui a été effectivement un petit peu atténué par les allées et venues des commerçants qui étaient également en panique, notamment les restaurateurs, pour venir vider les frigos, faire les inventaires, fermer les caisses, régler les derniers points avec les employés, notamment au niveau des plannings. Donc voilà, la vie ne s'est pas arrêtée, mais ce qui m'a le plus marqué, effectivement, c'est cet arrêt brutal et cette mise sur pause pour laquelle on n'est pas habitué. On est une génération où tout va vite, tout ne s'arrête jamais. Et puis finalement, là, c'est comme si quelqu'un là-haut nous avait dit maintenant, c'est le moment de faire la pause. Donc, assez curieux. En fait, si tu veux, dès le premier jour de confinement, j'ai passé 3 semaines délicates. Parce que juste avant, on avait quand même signé de beaux contrats. Et donc, on lançait vraiment la machine en 2020. Et puis, c'est pas passé un jour sans qu'il y ait une mauvaise nouvelle. Donc, soit un report de contrat, soit une annulation, soit voilà, ça c'est côté client. Et puis, côté collaborateur, on est passé à un taux d'activité de 100%, à un taux d'activité de 40%. Donc, il y a eu beaucoup de doutes, savoir ce qu'on fait. Est-ce qu'on met du chômage partiel? Est-ce qu'on a un PGE? Est-ce qu'on a donc tous les collaborateurs se posaient des questions et c'est vrai que moi j'avais pas les réponses et donc quand on voit un dirigeant qui n'a pas forcément les réponses, bah ça crée encore plus de doutes et donc et en même temps je pouvais pas les imaginer ou deviner ces réponses. Donc, on attendait comme n'importe quelle personne. Et donc, ces 3 semaines-là, ça a été c'est un climat assez anxiogène. Si on reprend la situation, effectivement, bon, les masques, ne vous inquiétez pas, game over pour le Covid, etc. Donc, je pense que cette période, elle est caractérisée par le doute envers nos institutions, envers aussi, quand je parle d'institutions, je ne parle pas forcément de gouvernement, je parle aussi de l'institution médicale, l'institution scientifique. Donc, on ne savait pas qui croire. Donc, effectivement, ce premier confinement, ça a été le doute pour tout le monde. On ne savait pas ce qui allait se passer. Quand on ferme la boutique France, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va réouvrir. Donc, on nous parle de 15 jours et puis après, ça a duré. Donc, et puis, je pense que ce mot, le doute, a caractérisé toute cette année et je pense que c'est un mot qui va caractériser une époque encore pendant longtemps. Donc, c'est pessimiste ou réaliste, mais en tout cas, je l'ai vécu comme ça, donc en plein doute au niveau de la société, mais aussi personnel, parce que quand on a une entreprise à gérer, c'est compliqué. C'est compliqué parce que, surtout, personnellement, j'ai une tendance à la rencontre, encore une fois, le côté tactile, rencontrer des gens, voir les gens, sentir. Je suis très intuitif, donc c'est compliqué. Donc, ce qui est assez marrant, c'est que je me disais, mais attends, moi, je vais mal le vivre, ce télétravail. Et puis, je regardais sur LinkedIn, par exemple, un certain nombre d'articles en disant, si les managers n'arrivent pas à se mettre au télétravail, ce sont des mauvais managers. Ok, d'accord. Puis après, j'ai essayé de contacter d'autres entrepreneurs pour savoir un petit peu comment ils vivaient cette situation. Et donc, j'étais très étonné parce qu'au départ, tout allait bien pour eux. Bon, tout le monde se mentait un petit peu, quoi.
Et puis après, on a réussi à discuter. Et donc voilà, donc c'est une période de doute, c'est une période aussi de remise en question, parce que j'ai levé le pied, j'ai recommencé à lire un certain nombre de bouquins, j'ai écrit un scénario d'une série, et puis j'ai pris le temps pour ma famille. Et je pense que cette période-là a été vraiment nécessaire pour moi parce que c'est un retour aux sources aussi. Alors, au niveau personnel, oui, c'était très angoissant. Parce que comme tous les commerçants, le professionnel et le personnel chez nous, il est particulièrement joint, il est très, très mêlé. On n'est pas des salariés comme les autres. Tous nos business, c'est nos vies. On y passe énormément de temps. Donc, on n'a plus vraiment de vie personnelle. Hein. Voilà, toute notre vie, c'est notre boutique. Et on y a mis de l'argent, de l'énergie. Donc, au niveau personnel comme professionnel, quand on sait qu'on ne peut pas travailler, c'est extrêmement difficile parce que d'abord, on se retrouve un peu inutile à tourner en rond. Moi j'ai encore pu ouvrir ma boutique, mais ouvrir sa boutique quand tous les autres commerçants sont fermés, parce que moi je suis dans une rue commerçante. Autour de moi, il y a des gens qui vendent des vêtements, il y a des restaurateurs, et je me suis retrouvée toute seule. C'est-à-dire sur ma portion de quartier, j'étais seule. J'étais seule à être ouverte. Donc d'abord c'est angoissant. On n'a plus de clients parce que les clients viennent plus. Je venais juste d'arriver, j'avais pas ma clientèle de fait, donc les gens ne venaient pas pour moi. Voilà, ils venaient pour les autres et éventuellement ils tombaient sur moi. Donc ça a été un moment extrêmement difficile dont on s'est sorti, dont je me suis sortie qu'à partir du mois de juin en fait. Au moment où on a pu recommencer un petit peu à travailler normalement. Au début, c'était limite drôle. C'était plutôt sympa, quelque chose de nouveau qu'on ne connaissait pas. Je parle principalement pour les personnes qui n'ont pas été touchées, bien évidemment, par le virus. Et pour les jeunes, on a découvert entre guillemets de nouvelles choses avec les réseaux sociaux. On a fait de nouvelles activités. Est-ce que tu as un souvenir qui te vient? Des moments où on attend devant notre télé, tous ensemble, en famille, donc enfermés à la maison, où on attend de savoir ce qui va se passer dans les jours à venir, dans les heures à venir. Donc toujours dans cette attente de ne pas savoir ce qui se passe exactement et attendre qu'on puisse sortir, reprendre notre vie, quoi. Et j'ai eu peur. J'ai eu d'abord des sentiments de peur parce qu'on ne savait pas ce qui nous arrivait. Et suite à ça, je m'en suis beaucoup voulu d'être célibataire dans une maison avec un jardin. J'ai pensé à tous ceux qui n'avaient pas de jardin, pas de balcon, surtout ceux qui rêvaient que leur père violent aille enfin boire leur coup au bar et que là, ils n'avaient plus cette option de liberté aussi. Donc j'ai beaucoup pensé en fait aux autres, plus qu'à moi, où je me suis vue vraiment privilégiée dans cette situation. Après, ce qui m'a régalé, c'est tout l'aspect nature qui est revenu en force. Hein. On le voyait, on préférait voir des vidéos de ça d'ailleurs, les dauphins dans la Seine plutôt que... enfin, tu vois, ça faisait quand même plaisir de voir qu'il y avait une... comment ça s'appelle? Pas une résistance, mais la nature se répare vite de notre passage, de notre présence. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Mais c'était quand même pas évident, quoi. Alors le premier confinement pour nous, enfin pour moi personnellement et je pense pour beaucoup d'étudiants, c'était vraiment c'était un plaisir au début parce qu'on se disait qu'on allait rester à la maison, regarder Netflix, tout allait bien se passer. Après on avait un peu peur parce qu'on ne connaissait pas le virus, contrairement à maintenant. Si j'ai un souvenir, le plus gros souvenir que j'ai, c'est que j'avais vu un tweet qui disait en rigolant imaginez si ça dure plus d'1 an. Et maintenant on y est, ce tweet s'est avéré réel. Au tout début de cette période-là, c'était plus la peur qui jouait, l'inconnu, le virus on ne connaissait pas. Moi personnellement j'avais peur pour ma mère, pour la mère de mon beau-père, on ne savait pas si c'était très dangereux, s'ils allaient peut-être en souffrir. Donc il y avait vraiment une peur au début. Mars 2020, la première chose que je pourrais dire, c'est une période de rupture. Ça marque une rupture d'un temps speed à un temps posé, la fin de l'hiver pour rentrer dans le printemps. Surtout j'étais à Nice, donc le printemps était déjà là. Alors moi qui ai toujours été branchée bien-être, branchée avec la nature, d'un seul coup, ce sujet qui était vu un peu comme des bisounours venait interroger le monde.
venait nous interroger et se dire mais comment on a pu en arriver là? Oui, le monde peut s'arrêter, les avions peuvent s'arrêter, on peut se poser, on peut regarder la nature. Sinon, personnellement, ce moment-là a été un moment de travail intense, hein, pour différentes raisons. D'abord parce que je travaille aussi à la SACEM, dans différents syndicats avec la SACEM. Donc bien sûr, la culture qui s'est arrêtée, qui s'était même arrêtée un petit peu plus tôt déjà, s'est arrêtée en fin février. C'était beaucoup de problèmes pour tous ces artistes, auteurs, compositeurs, danseurs, créateurs d'une manière générale, interprètes, hein, techniciens. Donc, on a eu besoin, nous, de demander tout de suite des aides. Donc, on s'est vraiment tous mobilisés pour comment dire, sensibiliser le ministère de la Culture et de se dire on ne peut pas laisser les gens de la culture comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? L'égoïsme des gens, d'un seul coup, s'ouvrait à plus de générosité, à plus de reconnaissance. Le monde était parti en rupture. On n'avait plus du tout les mêmes habitudes. Il nous fallait des autorisations. On n'a jamais été habitué à avoir des autorisations. On n'a jamais été habitué à porter un masque. Alors c'est vrai qu'il y a eu des peurs. Moi, j'ai pas eu vraiment de peur personnellement. J'ai pas ressenti ces peurs. Alors bien sûr, je me lavais les mains 20 fois par jour quand je sortais. Je faisais très très attention. Les courses, je les nettoyais même. Bien sûr, il y avait ça. Mon questionnement par rapport à la nature était plus fort que ça. Je me demandais ce que la nature voulait nous dire avec ce virus. Qu'est-ce qui se passait? Donc ça allait plus loin que mes peurs. Ce questionnement a été très fort. Alors déjà oui, un appel à la terre, parce que je vis à la campagne. Après, on a été moins touchés au niveau confinement, dans le sens, au sens propre. On s'est senti moins confinés, parce que forcément, l'air pur, je vis dans une maison, donc j'ai un jardin. Mais on s'est dit que c'était une bonne chose, en soi, qu'on ait de la terre, parce qu'on a pu cultiver nos légumes et manger nos productions, en fait. On s'est dit, pourquoi pas? C'est le moment de se lancer. Alors, on a commencé à aller chercher nos graines, à prendre notre terreau, et on s'est dit, on va manger on va manger de saison et ce que nous, on a planté. Et c'était vraiment bien. Donc tu l'as vécu aussi comme une sorte de retour vers l'essentiel. Le fait de cultiver ses légumes, le fait d'avoir travaillé de ses mains en fait, et d'avoir eu un espèce de retour aux sources, un retour à ce qui est primordial, on va dire, de manger ce qu'on produit en fait. Ça a été super important. Pas spécialement du fait qu'on puisse pas aller faire de nos courses, parce on a pu y aller, il n'y avait pas de problème là-dessus. Mais plus le fait que ce soit une sorte de rappel à l'ordre, en disant on consomme beaucoup de ce qui vient à l'étranger, on consomme beaucoup ce qui a été produit en masse, mais ce qui est produit de chez nous et ce qui est fait de nos mains, ça c'est intéressant. Le confinement de mars 2020, c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Déjà, c'était du jamais vu, parce qu'on n'a jamais vécu une telle période. Enfin, moi, je n'ai jamais vécu une telle période en ce qui me concerne. Donc tout nouveau, tout beau. Au début, écoutez, on était confinés, on ne pensait pas que ça allait durer aussi longtemps, donc on essayait de s'organiser afin de pouvoir rester en contact avec les gens. Mais quand ça a commencé, bien entendu, à s'éterniser, tout est devenu un peu différent. Et au niveau pro, le confinement, comment tu l'as vécu? Mal. Le confinement s'est mal vécu au niveau professionnel, parce que par rapport à mon activité, donc où c'est une activité de contact avec les gens, où le lien social est très important, se retrouver du jour au lendemain complètement éloigné de nos adhérents, des gens avec qui on vit au quotidien, organiser des séances de vidéos, de cours en visio. Alors au tout début c'est mignon, donc c'est tout nouveau, donc il y a du monde devant la télé, mais rien ne remplace le contact. C'est comme un artiste, un chanteur qui se retrouve sur scène, chanter devant une télé avec des gens qui le regardent sur Zoom ou sur d'autres réseaux sociaux. C'est pas évident à vivre, et au bout d'un moment, on sent quand même une certaine lassitude jusqu'à l'arrêt total de ce genre d'activité, parce qu'on se rend compte que ça sert vraiment à rien. Moi, j'ai appris le confinement, j'étais en studio. J'étais en studio en train d'enregistrer une chanson, et ça tombe, on va être confiné. Donc, sur l'instant, moi, je n'ai pas réalisé ce que ça allait être. Et puis, force est de constater que les premiers jours, c'est un peu déstabilisant. On ne sait pas trop ce que c'est. On n'a jamais vécu. C'est tout nouveau. Et après, on est obligé de se créer une routine. On est obligé de se créer un rythme, un planning pour ne pas perdre pied. Et puis voilà. C'est vrai que moi, je ne me suis pas coupé, mais je ne me suis pas laissé absorber.
par les infos, je ne me suis pas laissé absorber par ce rythme-là. Bien sûr, je m'informais. Je regardais comme tout le monde les nouvelles, les allocutions, les mots des politiciens, et puis tout simplement l'actualité. Donc, je m'informais, mais je ne me suis pas laissé angoissé par la situation. Et puis moi, vu que je travaille ma profession en dehors de la musique, ce qui me permet de vivre, c'est dans l'alimentaire. Du coup, je continuais quand même à travailler. Donc, quelque part, je sortais dehors. Je n'étais pas confiné H24 chez moi. J'avais l'autorisation de travailler. Donc, ça m'a permis de garder un petit peu un équilibre. Je me rappelle que quand je sortais, je voyais des gens, des fois, au balcon ou dans la rue, me dévisager, sans savoir que j'allais travailler. Ils se disaient, c'est quelqu'un qui ne respecte pas le confinement. Donc, ce qui m'a marqué, c'est les gens qui avaient peur. Ça m'a marqué. Déjà, il faut savoir qu'à l'époque, on n'avait pas de masque. Donc, moi, je travaillais sans masque. Les gens n'avaient pas de masque. Et puis, vu que c'était tout nouveau, dans la vie, tout ce qui est nouveau, tout ce qu'on ne connaît pas, ça a tendance à nous effrayer. Honnêtement, moi, plus le temps passe, plus je me sens en sécurité, plus j'ai confiance, en fait. Et j'avoue qu'il n'y a pas grand-chose qui m'est marqué. À part une morosité ambiance et une crainte, une peur un peu palpable, en soi, si je regarde juste le fond de ce que je fais, c'était pareil que d'habitude.